is down! No! Sagan is down! Taken Van Avermaet with him! Et là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Dames et ses amis. Après la 100% belge que j'avais fait sur l'épisode précédent, je vais faire je vais dire 100% vélo futé avec un follower fidèle que je suis et avec JB et Titouan, donc les deux des membres de Vélo Futé. Bonjour à vous deux, ça fait super plaisir de vous avoir. C'est un honneur de vous avoir avec moi. Peut-être pas exagéré, mais en tout cas, nous, on est ravis. Moi, je suis ravi pour ma part d'être invité, Damien, ça fait plaisir. Avec plaisir. Alors, évidemment, à mon avis, ceux qui vont me regarder vous connaissent déjà. Quand même je vais vous demander une petite présentation. Quoique vous connaissent déjà, mais finalement, est-ce qu'ils savent d'où vous venez, quel âge vous avez, si vous faites régulièrement du vélo ou pas. On sait que Quentin dans l'équipe en fait, mais même moi, je ne sais pas en fait si vous roulez vous deux à vélo ou pas. Donc, JB, dis-moi un petit peu de quelle région. Alors, vous êtes français, ça je sais, mais de quelle région tu viens, quel âge tu as, si tu roules. Écoute, moi je viens initialement de la région lyonnaise, et je suis sur Paris depuis bien longtemps. Donc voilà, pour ce qui est du vélo, autant je suis très assidu devant la télé et même au niveau du travail, autant en faire, ça fait bien longtemps que c'est plus le cas. Sauf s'il est électrique, ça éventuellement, ça peut faire. Ou en descente. En descente, ça va. Ouais, mais seulement si tu me déposes au sommet au départ. Hein, parce que... non, j'ai pas la condition physique pour monter. Mais non, voilà. Mais le vélo, je le suis surtout grâce au boulot. Mais ça reste. J'aime bien en faire, mais je peux pas. Voilà. Ouais. Ok. Et toi, Titouan? Ouais, moi, écoute, le vélo, je le pratique un petit peu. J'ai commencé il y a 2-3 ans. En fait, le vélo, globalement, je le suis depuis 2005. Donc, c'est le premier vrai Tour de France que j'ai suivi en entier. J'avais à l'époque 10 ans. Et ouais, le vélo, je le pratique un petit peu. Je fais l'été, je sais pas, entre 50 et 100 km par semaine, mais je suis pas non plus un gros rouleur comme peut l'être Laurent, nouveau venu dans l'équipe, et surtout Quentin, qui est globalement, je pense, c'est sûr, c'est le meilleur rouleur d'entre nous. C'est celui qui fait tout l'école. C'est lui qui a le plus de bagages à ce niveau-là. Ouais, c'est le grimpeur du groupe, le Colombien du groupe. Je sais pas si c'est le grimpeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit sûrement mieux rouler et mieux grimper que nous tous réunis. Ouais. Grimper, c'est sûr. Ouais. Oui, rouler aussi, à mon avis. Enfin, en tout cas, je parle JB pour ce que tu m'as dit, et pour moi, parce que moi, c'est comme toi. C'est du vélo de temps en temps en famille, une petite balade cool, quoi, mais j'arrive à suivre ma fille, donc c'est bien, déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est un bon début. Donc voilà. Ok. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, première étape du fil rouge, c'est le top 3 des coureurs du mois écoulé. Donc ici, on va parler du mois de mai, évidemment. Ce que je vous propose, c'est que vous me donniez peut-être d'abord votre troisième nom. Donc, Titouan, tu peux me donner peut-être ton troisième nom. JB, tu me donneras le tien, et puis je donne le mien. Et ainsi de suite, on remonte jusqu'à la première place. Quoi. Okay. Donc, Titouan, en numéro 3, toi, tu mettrais qui pour ce mois de mai? Biniam Girmay. Ah, ouais. Pourquoi Girmay? Parce que voilà, on l'attendait plus ou moins sur le Tour d'Italie. Et il nous a pas déçus. Il a été vraiment excellent sur la première étape. Il pouvait pas faire beaucoup mieux. Il a été évidemment très performant sur certains sprints, des troisième ou quatrième places face aux spécialistes. Donc même dans ce domaine, il a un vrai avenir, un peu à l'instar de Peter Sagan en fait à ses débuts. Et puis évidemment cette victoire assez magnifique, ce sprint franchement colossal face à Van Der Poel de 300 mètres. Voilà, il m'a pas bluffé parce que voilà, on avait fait un portrait de lui début mars ou avril, juste avant le Milan-San Remo sur Vélo Futé, où on disait justement qu'on attendait beaucoup de lui, une étape donc d'une belle performance sur le San Remo, évidemment une victoire d'étape sur le Tour d'Italie. Donc qui gagne, c'est pas une surprise, mais qui confirme en fait ce qu'on imaginait de lui, c'est déjà énorme. Souvent la confirmation, c'est ce qu'il y a de plus dur, donc voilà, une très belle satisfaction, Biniam Girmay. Ouais, et il aurait peut-être pu. Enfin, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il aurait pris le cyclamen s'il était resté jusqu'au bout. On ne le saura jamais, mais. Je ne sais pas s'il l'aurait pris parce qu'il n'y avait pas forcément énormément d'étapes non plus qui pouvaient lui convenir en deuxième ou troisième semaine,
Mais en tout cas, il aurait clairement pas été loin et il y aurait eu une vraie bagarre, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu cette bagarre, justement. Toi, JB, en numéro 3, c'est ton choix. Pour mon numéro 3, je vais pas rester sur le Giro parce que les autres vont y être. Du coup, j'étais parti sur Remco Evenepoel parce que au début de saison, on a quand même un peu douté sur ses qualités en montagne, notamment au Tour de Valence, notamment, et à Tirreno où il avait calé dès qu'il y avait des vrais cols. Ok, la concurrence n'était pas la même au Tour de Norvège, c'est à moins qu'on puisse dire, avec tout le respect que j'ai pour Jay Vine et Luc Plapp. Mais il a été franchement impressionnant sur un col qui est quand même pas ridicule. 10 km à 8%, ça reste un col difficile pour un coureur qui est en difficulté jusque-là en début de saison. Donc il est impressionnant et on sent qu'il y a cette évolution physique que l'on attendait après son début de saison, où il avait annoncé notamment qu'il avait été plus lourd que les années précédentes pour les classiques. Il devait perdre 3 ou 4 kilos avant la Vuelta. Je doute qu'il les ait perdus pour l'instant, mais en tout cas, on sent qu'il est quand même déjà plus affûté et ça promet vraiment pour la Vuelta. Et son Tour de Norvège, on s'attendait à ce qu'il gagne le général et au moins une étape. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il gagne au sprint l'autre jour aussi. Ouais, même si son sprint est limite, on va dire, niveau trajectoire. Mais voilà, c'est du Remco finalement, tout simplement. Mais je vais t'avouer, j'ai pas vu l'arrivée au sprint, figure-toi. J'étais pas dispo ce jour-là et j'ai même pas regardé la rediff. Mais oui, c'est assez surprenant comme résultat, effectivement. Écoute, moi, je vais pas rajouter grand-chose, en fait, parce que tu as un peu tout dit, parce que tu as fait le même choix que moi. En 3, j'avais mis Remco aussi. Comme toi, je suis un peu sorti du Giro pour aller voir un peu ailleurs. Je vais être un peu moins enthousiaste que toi, mais à mon avis, c'est de la prudence en tant que Belge. Je veux essayer de pas trop m'emballer. J'essaye de pas trop m'emballer, alors que dans ma tête, si, je m'emballe, hein, mais non, je me dis que... On s'emballe tous avec Evan. Voilà, c'est ça. Mais je me dis que la concurrence, comme tu l'as très bien dit, était ce qu'elle était. Et même s'il a coincé, par exemple, la Valence, il coince, mais il n'est pas non plus si loin. Et avec le plateau qu'il y avait en Norvège, il gagnait certainement Valence quand même. Donc, j'ai envie de pas trop m'emballer à ce niveau-là. Mais bon, il va chercher effectivement le général, 3 victoires d'étape. Je pense qu'il méritait quand même bien sa place là sur le podium. Et j'ai regardé, du coup, il est maintenant le coureur. Il a rejoint Jacobsen au nombre de victoires depuis le début de l'année. C'est quand même pas si mal. Effectivement, comme tu disais, on a eu tendance un peu à le critiquer. Et finalement, c'est pas mal pour un mec qu'on critique régulièrement. Après, c'est Remco. Il va être adulé par certains, critiqué par d'autres. Il est rarement insensible, on est rarement neutre à son sujet. Donc voilà. Remco, j'ai regardé un peu le classement, il avait déjà pris 5 points. Donc on va le faire remonter un tout petit peu dans le classement là, de ce petit concours. On va enchaîner avec ton numéro 2 alors, Titouan. Ouais, alors je vais faire dans l'originalité, je vais un peu casser ton concours ou ton classement des joueurs. Je voulais parler de Remco, mais du coup, je vais pas parler de Remco. Je vais rester sur le Tour de Norvège et je vais parler de Marco Brenner. Pourquoi Marco Brenner? Parce que c'est un coureur qu'on suit beaucoup. On aime beaucoup les coureurs allemands chez Vélo Futé, notamment parce qu'avec Romain, on a un certain attachement familial à l'Allemagne. Donc Marco Brenner fait partie des coureurs qu'on suit depuis longtemps. On a un portrait qui est disponible sur le site déjà sur lui. Et Marco Brenner, l'année dernière, il a été assez décevant, mais c'est difficile toujours de passer de junior à professionnel. C'est sévère. Et cette année, c'est sévère quand même. Il fait top 20 sur la flèche quasiment. Ouais, mais il était pas, tu vois, il était pas, enfin voilà, on sentait qu'il manquait de caisse. Il faisait des échappées, plutôt des trucs dans le genre. C'était pas monstrueux. Cette année, je m'attendais un peu mieux. Et puis il a eu mis du temps à franchir le cap. Je sais pas s'il a eu des difficultés ou pas. En tout cas, là sur ce Tour de Norvège, il a été exceptionnel jusqu'à ce qu'il soit forfait pour Covid. Mais il a vraiment été excellent. Sur la 3e étape, donc qui arrive au sommet, il faut savoir qu'en fait, il a un problème mécanique en gros quelques kilomètres avant la montée. Et son équipe est obligée de le ramener. Donc, il doit faire un effort colossal pour revenir, se replacer au pied de la côte. Et encore, je suis même pas sûr qu'il ait réussi à bien se replacer. Et malgré ça, il finit 8e. Donc, il finit 8e et à ce moment-là, il était 5e du général. Donc, c'est vraiment une super performance. On se rappelle qu'il a que 19 ans. C'est vraiment un poids léger. Donc, sur le plat, rouler comme ça, c'est comme si on demandait
Ivan Sosa pour le moment, voilà, ça lui a pas fait du bien. Malgré ses compétences, hein, en junior, il a des références en contre-la-montre, mais c'est pas par rapport aux professionnels, c'est pas un gros moteur pour le moment, quoi. Et donc voilà, le voir remonter, finir 8e, c'était vraiment très positif et je suis vraiment déçu qu'il ait eu ce Covid, c'est vraiment un mauvais timing. En plus, il aurait marqué ses premiers points sur Rival Manager parce qu'on l'a et c'est le seul couleur qui n'a pas de points pour le moment. Donc voilà, c'est une petite frustration, mais vraiment très heureux de l'avoir vu à ce niveau-là. Et ça, c'est très positif pour la suite. Ok, moi je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, je voyais JB, mais tu as raison, JB, il est super jeune. Après, vu qu'il y a des jeunes qui 19 arrivent, ans, hein. ben ouais, il y a a des que jeunes qui 19 arrivent, ans. qui cassent tout et on perd toute raison en fait. Et moi aussi, j'ai Non, été non, un tout petit mais peu déçu par Brenner l'année passée en fait. Je l'ai même pas repris dans ma j'ai- rivale cette année d'ailleurs, alors que énorme talent, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, Titouan sur le je petit suis côté pas déçu, décevant. hein. J'ai pas été déçu par son année l'année dernière. Simplement, il a pas été, voilà, il a pas On l'a pas vu. cartonné quoi ou Non, on l'a pas vu. rayonné. On savait qu'il allait avoir besoin, comme je l'expliquais un petit peu en début d'année avec De Ligt, je pensais qu'il aurait besoin d'une année tu vois, à 19 ans, il aurait besoin d'une année intermédiaire pour se préparer au rythme des pros et puis ensuite, voilà, relâcher tout son potentiel. Ça s'est fait plus vite, mais chez les sprinters, ça a tendance à se faire Tout plus à vite. fait, ouais. On Mais, pourrait mais, parler mais d'Œil de bon, Brooks. Tu disais la même chose avec Œil de Brooks, et c'est vrai qu'on le voit. Œil de Brooks se montre. D'ailleurs, lui aussi se montre, s'auto-Norvège un mais il petit est pas peu. non plus transcendant, quoi. Voilà, Non, il est là, mais mais tu vois, il était comme Brenner, quoi. Il était à peu près comme Brenner, en fait, sur le Tour de Norvège. Et ouais. ils ont le même âge. Donc finalement, voilà, c'est pas Ayuso encore, mais ils sont là, quoi. Et l'année prochaine, je pense qu'ils vont tous les deux franchir un cap. Ouais. Toi, JB, au numéro 2? Moi, je vais revenir sur le Giro, du coup, parce que mon numéro 2, c'est Arnaud Demar. Au moment d'aborder le Giro et donc d'aborder ce mois de mai, c'était difficile quand même d'être plus négatif que ça l'était actuellement depuis 1 an et demi pour Demar et la Groupama au sprint. Oui, il avait gagné en fin de saison dernière, mais rien n'allait au sprint. Le train était affreux, plus rien n'allait. Et là, sur le Giro, il a suffi d'un sprint pour que tout redevienne comme avant, finalement. Il le disait, ils ont beaucoup travaillé cet hiver. Ça n'a pas payé en début de saison parce qu'il y a eu pas mal de soucis. Et c'est vrai que sur ce Giro, ils ont été impérial. Le train de la FDJ comme Demar. S'il n'y avait pas une concurrence pourrie, comme on a pu le dire par rapport à 2020, là, il y avait One, il y avait Cavendish, il y avait un Gaviria qui était quand même supérieur à celui d'il y a 2 ans. Et il y avait même Denese qui est quand même l'une des pépites montantes. Il y avait aussi Baos. Il y avait du monde. Et finalement, il n'y a jamais eu photo, à part le premier jour où il se foire un petit peu, le sprint. Et le jour où Denise gagne, il lance trop tôt, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que son train s'est réglé. En revanche, Guarnieri est toujours aussi fatigué et plus haut niveau par rapport à avant. Il est vieux, hein, Guarnieri, non? Ouais, ça se voit. Hein. Il va falloir qu'il le change. Il n'y a que Morkov pour réussir à faire des performances de poisson pilote comme ça à cet âge-là. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que Guarnieri a failli coûter la victoire de Mar à Scalea, même si c'est sûr que le vent de face l'a quand même sauvé aussi. Mais Guarnieri a fait un moins bon travail de poisson pilote que n'a fait Sigentop, par exemple. Mais globalement, la Groupama a fait un travail extraordinaire tout au long de ce Giro. Et Demar, le voir gagner 3 étapes comme ça, il aurait peut-être gagné une 4e s'ils avaient réussi à reprendre l'échappée lors de la 18e. Mais voilà, personne. Si, moi je les avais dit, bon, presque personne ne voyait Demar dominer à ce point-là le sprint de ce Giro-là. Gagner, oui, mais dominer. Voilà, on le voyait en gagner éventuellement une, pas être aussi dominateur et écrasant au sprint, quoi. Donc ça fait plaisir de revoir ce Demar-là, de le revoir à son meilleur niveau finalement. Et on a envie de le voir sur la Vuelta maintenant, en fin de saison, et essayer de rentrer dans le cercle de ceux qui ont gagné sur les 3 grands tours. Parce que c'est un peu ce qui lui manque, gagner sur la Vuelta. Écoute, on va croire que j'ai copié sur toi, mais c'était mon numéro 2 aussi. Les grands esprits se rencontrent, il paraît. Ouais, c'est ça. J'ai bien fait de varier, hein, parce que sinon. Ouais, c'est ça. Surtout que le numéro 1, bon, enfin, on en parlera après, mais j'imagine que. Non, je rejoins ce que tu dis. Nous, sur le deuxième épisode, ici, on avait parlé avec Baptiste et Laurent des sprinteurs.
Et on était d'accord pour dire que Desmar était peut-être meilleur classicman que sprinter. Et ben, il nous a bien fait mentir là, en fait. Mais moi, je l'imaginais pas. Quand vous dites, on l'imaginait peut-être bien gagner une étape. Oui, avec concours de circonstances. Sinon, je l'imaginais pas gagner une étape. Pour moi, quand tu as Ewan, déjà au départ, je vois Ewan faire la razzia. Et puis, tu as quand même Cavendish qui était là. Enfin, tu as cité les noms qui étaient là. Et quand alors, depuis le temps, entre guillemets, que ça n'allait pas avec Desmar, même si je trouvais qu'on voyait quand même en début de saison que ça allait mieux que l'année avant. Hein. Ça réussissait pas nécessairement, mais tu voyais que ça allait mieux. Quoi. Ouais. Mais ouais, là, il a quand même vraiment bluffé. Et, il gagne face au meilleur. Alors, on pourra toujours dire, oui, mais Ewan il était tombé. Ouais, on va pas refaire l'histoire. Je pense qu'Ewan était là et il reste un sacré client, quoi. Donc, non, il m'a vraiment totalement bluffé. Et je reviens sur l'histoire avec Guilherme, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la bataille entre les deux. Parce que là, ça aurait vraiment été sympa, cette bagarre. Ça aurait peut-être été le truc intéressant du Giro, en fait. Hein. C'est ça. Je pense que Demar l'aurait quand même gagné, parce que si on se rappelle, c'est quoi après sa victoire, Guilherme, il revient, je crois, à 3 points de Demar, un truc comme ça. Le lendemain, c'est une échappée qui va au bout. Ça ne serait pas changé, même avec Intermarché, ça n'aurait pas roulé. Derrière, il y a l'étape de Cuneo. Je ne suis pas sûr que Guilherme pouvait battre Demar ce jour-là. Ça aurait peut-être facilité la poursuite de l'échappée, mais je pense que le scénario au final aurait été le même. Et après, s'il n'y a pas eu une seule étape qui est arrivée groupée, il n'y avait que la 18e qui pouvait s'ouvrir à Guilherme. Donc je ne suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose aussi que la benne, mais c'est sûr que ça aurait donné un petit peu de piquant supplémentaire à cette fin de Giro qui était quand même bien terne. Ouais, d'autant plus que Intermarché ne pouvait pas tout mettre là-dessus, parce que finalement, ils ont quand même leurs 2 hommes aussi dans le classement. Là. Donc, ils n'auraient pas pu mettre toute l'équipe pour essayer de faire. Oui, il se débrouillait tout seul. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Je pense pas que ce soit une gêne que Hirt et Pozzovivo soient devant. Et de toute façon, ils se démerdaient tout seuls dès le départ. Ils étaient même en échappée. Donc, c'est de dire qu'au départ. Hirt, oui, mais jusqu'à l'étape Pozzovivo était quand même vraiment protégé à Aventurin. Après Turin, moins, mais. Enfin, il ne pouvait pas être accompagné réellement en montagne, quoi. Il y avait Hirt et Rota, quoi. Ouais, Rota, c'est pas un grimpeur. Ça peut suffire quand ils sont 50 encore. C'est toujours plus que ce que la Movistar faisait. Oui, c'est le cas de te dire, ouais. Ok, on va partir sur les numéros 1. Bon, j'imagine là quand même qu'on va faire la même chose, à moins que Titouan me surprenne. Je vais dire la Bora. Voilà. Vraiment casser le code, ouais, c'est vraiment casser le truc. Mais parce que je sais que vous allez dire, et c'est vrai que plus que Jay Hindley, j'ai trouvé la Bora vraiment bonne dans sa globalité. Dès le départ, elle avait la stratégie des étapes avec Kamna, qui pouvait aussi leur permettre de ramener le classement par équipe. Ils l'ont pas fait jusqu'au bout parce qu'ils avaient trop d'enjeux avec Hindley, je pense, pour prendre le risque de mettre d'autres gars dans l'échappée. Mais voilà, Kamna qui va chercher cette victoire dès la 4e étape. On se rappelle que l'année dernière, il est en burn-out. Il est nulle part. Cette année, on l'interviewe en début de saison et voilà, il nous dit que il a eu que c'était vraiment terrible pour lui cette année précédente. Il a failli tout arrêter et que là, il reprenait du plaisir à faire du vélo. Il a regagné très vite et puis là, il gagne sur cette 4e étape l'Etna, qui est quand même un sommet mythique. Donc, voilà, c'était magnifique. Évidemment, Bourman, son retour quand même au premier plan. Bourman, depuis 2019, il n'arrivait pas à gagner. Il a eu énormément de malchance sur le 2020 sur le Dauphiné. Il est énorme et puis il chute. Il est obligé d'abandonner. Enfin, il a enchaîné les galères. 2021 est inexistant et puis là, finalement, même avec un début 2022 très terne, il fait 7e du Giro et puis il était quand même dans les 10 au blockhouse. Donc c'était à la pédale, il faisait déjà partie des 10 meilleurs en début de Giro. Il a un peu régressé dans la hiérarchie à la fin, peut-être justement à cause de ses plusieurs années de galère. Mais en tout cas, il a retrouvé un bon niveau, donc c'est très positif. Et puis évidemment, pour Kelderman, oui, qui a été somme toute à son niveau, ou du moins voilà, fait au minimum ce qu'on devait attendre de lui. Et puis évidemment, Jay Hindley qui a été incroyable. Voilà, j'ai écrit un article sur lui sur Vélo Futé en parlant de renaissance. C'est vraiment la renaissance pour lui après une année de galère complète où il n'arrivait pas à retrouver le niveau. Il a été énorme et il est vraiment monté en puissance sur ce Tour d'Italie parce qu'au blockhouse, justement, il est lâché au départ. Il fait pas partie des 3-4 meilleurs. Il est plutôt autour de la 4, 5e, 6e place. Il est sauvé par Almeida ce jour-là. Comment ? Il est sauvé par Almeida. Il est sauvé par Almeida, exactement, qui le ramène. Et lui, derrière, il a un excellent finish. On l'avait déjà vu en 2020 sur le Giro.
qui avait un super finish face à Tao. Et voilà, il règle ce groupe-là, mais il aurait pas dû être là en fait. Et au fur et à mesure, il est monté en puissance pour arriver au même niveau que Landa ou Carapaz, et puis pour être carrément supérieur sur la dernière étape. Je dirais qu'il a géré son Giro parfaitement de A à Z. La victoire, elle est amplement méritée, et c'est un beau vainqueur, même si c'est pas un vainqueur bankable, c'est en tout cas un très beau vainqueur, et c'est très bien que la Bora gagne un grand tour parce que ça change un peu du cursus classique UAE, Ineos et Jumbo-Visma. Bora qui fait un beau début de saison, je trouve. Hein. Tu vois, Vlasov. Bora est à quelques centaines de points au classement UCI de UAE. Ils ont 6000 points, 6200 points, je crois, et UAE doit avoir 6900. Donc voilà, ils sont dans la course, dans le Big Five, et ils sont vraiment au contact. Leur changement de stratégie est totalement payant, quoi. Je veux dire, ils sont passés d'une équipe de classique à une équipe de grand tour. Ils se sont rendus compte que Sagan n'était plus en même temps. Sagan pouvait plus répondre aux attentes. Du coup, voilà, ils se sont réorientés intelligemment par rapport aux opportunités du marché, qui étaient Higuita, qui était Vlasov. Voilà, intelligence, modèle allemand. Ouais. Donc ok, donc on vient discuter de Bora avec Tito. Je pense qu'on va tous rester un peu sur Bora. JB, JB, c'était l'homme qui croyait en Hindley, peut-être pas pour la victoire finale, donc, mais qui, en tout cas, le voyait assez haut placé, alors qu'on était très peu nombreux à y croire, en fait. C'est ça, moi, JB, je te félicite parce que personnellement, voilà, autant un top 10, je pouvais dire pourquoi pas, autant être à ce niveau. Alors, tu l'avais pas mis vainqueur non plus, mais moi, je croyais pas en Jay Hindley de base dès 2020. Je pensais que c'était un coup du sort, et toi, tu y avais cru, donc bravo. Merci. Ça fait plaisir de ne pas se tromper de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que la victoire, enfin, il a fait deuxième, mais bon, que le Giro 2020 n'était pas un Giro si faible que ça, et que ce n'était pas une victoire due à la faible concurrence, mais au fait que c'était juste tout simplement les deux meilleurs. Mais c'est vrai que il a eu beaucoup de soucis qui ont fait qu'il a un peu disparu de la circulation, des problèmes, des chutes, des problèmes physiques qui ont fait que 2021 était un peu une année calvaire pour lui. Mais on sentait avant le Giro qu'il retrouvait un niveau, on va dire, intéressant, à défaut que ce soit forcément son niveau de 2020, mais il a fait top 10 sur Tirreno en étant l'un des meilleurs sur l'état. Il est plus fort qu'en 2020, là, d'ailleurs. Voilà. Les chiffres sont à peu près les mêmes, mais c'est vrai que son association du Fedaya est quand même assez extraordinaire. C'est quand même le troisième meilleur temps de l'histoire sur le Fedaya. Il fait quand même mieux que Pantani en 98. Je pense que. Intéressant. ça suffit de pouvoir dire que c'est une grosse perte. Après, c'est vrai qu'il est. Honnêtement, je n'osais pas imaginer qu'il ferait aussi haut, parce que je pensais que les grimpeurs de ce Giro, les Carapaz, les Bardet, les Landa, et les coureurs complets comme Almeida seraient devant lui. Je le voyais bien être cinquième derrière ces mecs-là. Bon, il y en a deux devant lui qui ont disparu sur maladie, donc c'est sûr que ça aide le chemin du podium. Mais c'est vrai que même si j'aime beaucoup Hindley et que j'avais annoncé qu'il serait fort, on ne m'enlèvera pas de l'idée du fait que Carapaz et Landa ont autant perdu la course eux-mêmes, enfin surtout Carapaz, ont autant perdu la course eux-mêmes sur les 15 premiers jours et même sur le début de la troisième semaine que Hindley l'a gagné. Parce que ils perdent sur le blockhouse. Oui, parce que moi, sur le blockhouse, mais aussi sur le fait qu'il ne s'est strictement rien passé en début de troisième semaine et qu'ils n'ont pas essayé du tout. Vers Aprica, ils n'essayent pas. Carapaz, il n'essaye pas d'attaquer ce jour-là. Et Lavarone non plus le lendemain. Alors Lavarone, ils se mettent un peu tous d'accord pour rouler pour éliminer Almeida, qui avait au moins un sens sur un plan tactique pour assurer le podium. Mais ce que je veux dire, c'est que Carapaz a essayé au blockhouse. Ce jour-là, effectivement, ils ont dû s'entendre pour l'éliminer, même s'ils n'auraient jamais réussi, parce qu'Almeida l'aurait ramené dans tous les cas. Mais c'est vrai que sans Almeida, il n'a jamais gagné le Giro, parce que vent de face tout seul face à trois hommes, il ne serait jamais rentré. Donc, c'est ce jour-là qu'il le gagne indirectement, même si c'est la défaillance de Carapaz. Parce qu'il prend des bonifs, en plus. Plus de potentiellement en perdre, il en gagne sur les autres. Au lieu d'être allé 30 secondes au sommet, au moins, à l'arrivée, c'est lui qui reprend 10 secondes. Puisque Bardet en prend 6. Donc, Ouais, mais Carapaz finit sur le podium, non?
Peut-être, mais bon, en gros, Ouais. Enfin voilà, il prend une dizaine de secondes, on va dire. Donc ça rapporte 40 secondes qui aurait changé beaucoup de choses à l'arrivée. Maintenant, ça change que Carapace perd la course surtout parce qu'il a un gros problème dans l'étape du Fidayas, c'est une certitude. C'est pas juste Inek qui s'envole parce qu'il est plus fort. Sinon, Carapace, il aura au moins terminé avec Landa derrière, 40 secondes. Moi, je pense qu'il se fait exploser la caisse. Hein. Moi, Je reste là-dessus. pense qu'il y a un mélange entre le fait qu'il se fait exploser la caisse à vouloir le suivre et le fait qu'il était déjà en défaillance avant et qu'il y avait un problème, genre il s'était pas alimenté ou quelque chose comme ça. Je le pense très sincèrement. Il attaque, hein, il me semble. Hein. Non, il s'écarte après le passage de Siakov pour regarder les autres et Inlay l'attaque à ce moment-là, justement. C'est Inlay qui est le premier à bouger, tout de suite. Okay. Carapace, justement, au moment où Siakov s'écarte, il s'écarte lui-même pour regarder. Il me semble qu'il le contre ou non, il n'y a pas un truc dans le genre, non? Non, en fait, les commentateurs disent que Carapace attaque et qu'Inlay le contre, mais en fait, Carapace n'attaque jamais. C'est juste Sivakov qui s'écarte et Carapace qui se retrouve en tête, mais il n'a jamais cherché à attaquer. De toute façon, il n'en avait pas la force. Et c'est Wiggins qui disait ça aussi, je crois que c'est après la course, qui disait que ça se voyait dès le deuxième col que Carapace, c'était pas son grand, il n'est pas dans un grand jour, il avait le maillot vert, ce qui lui arrive jamais. Et c'est vrai que tout au long de l'étape, quand on le regarde, en fait, il n'a pas l'air en forme, quoi. Tu sens qu'il est dans une journée sans, quoi, depuis le départ. Mais entre guillemets, si Ineos avait couru comme ils ont l'habitude de courir et que Carapace avait couru comme lui a l'habitude de courir, parce que pour le coup, c'est un leader offensif. C'est pas un leader comme Froome ou Thomas qui jouait son chrono finalement et qui, le reste du temps, était passif en montagne. Oh, non, ils étaient sévère, mais voilà. C'est pas les coureurs, voilà. Oui. C'est pas les mecs qui font les offensifs de loin, forcément, ou qui prennent des risques, sauf quand ils sont obligés. Froome l'a fait en 2018. Ouais, c'est quand même, tu vois, il attaquait souvent sur le premier ascension et puis derrière, après, il gérait. Mais sur la première, il attaquait quand même, quoi. Froome, il faisait l'écart derrière, il gérait la concurrence. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un esprit différent, c'est une gestion différente. C'est pas un train, c'est plus différent. Et je trouve justement que Carapace a un peu perdu la course finalement en ne faisant rien pendant 15 jours. Et je l'avais écrit plusieurs fois sur Eurosport que les leaders laissaient passer le temps et finalement on pouvait risquer de le perdre, enfin risquer d'être sanctionné de ça dans le chrono final par rapport à Almeida qui n'était pas loin. Mais finalement c'est ce qui s'est passé avec Inlay qui a eu finalement un jour profité du jour sans de Carapace pour l'exploser et tuer la course. Il s'est auto-endormi, Carapace. De quoi? Il s'est auto-endormi, Carapace. C'est ça. Tout à fait. Moi, mais après, pour être tout à fait honnête, j'ai pas su regarder énormément d'étapes du Giro. Mais alors, je suis d'accord évidemment sur le blockhouse. Là, on voyait bien qu'Hindley était en dessous. Mais à part ça, par après, moi, j'ai pas l'impression. J'avais même l'impression à chaque fois que c'était lui le plus fort. Oui, moi, non, mais c'est pas dit que Carapace aurait réussi à le lâcher ou quoi que ce soit. Hein, ouais, je pense que Carapace a fait ce qu'il a pu, moi, en fait. Ils ont pas essayé. C'est plus ça que je leur reproche, entre guillemets. Landa pouvait pas. Landa, il a fait ce qu'il pouvait. Landa, il peut décrocher personne de toute façon. Il sait pas attaquer. Landa, quand il attaque, les autres, ils montent au tempo derrière et ils sont aussi rapides. Oui, non mais. Mais ce qui est ironique, entre guillemets, c'est que je dis que Carapace aurait dû plus attaquer que ça dans l'étape de haute montagne ou plus tenter pour essayer de se débarrasser d'Inlay qu'il a, je pense, un peu sous-estimé. Et en même temps, Carapace, c'est le seul coureur des trois à avoir véritablement attaqué dans ce Giro. C'est lui qui attaque au blockhouse, c'est lui qui attaque vers Turin. Et c'est lui qui perd la course parce que c'est lui qui explose à la fin. Mais c'est le seul qui a tenté quelque chose finalement. Et c'est ça qui est assez ironique, c'est que Hindley gagne ce Giro en ayant attaqué 0 fois. 0 fois. Il n'est pas passé à l'attaque une seule fois. Une fois. Oui, sur l'étape finale, mais encore, il lâche Carapace sans attaquer. Hein. Carapace explose de la route d'Hindley dans la roue qui était lui-même dans la route Kamna à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est assez ironique, c'est que les leaders sont vraiment pas attaqués. Et on pensait qu'il risquait de le perdre par rapport à Almeida en cas de chrono. Bon, ce serait probablement jamais arrivé, hein, vu la forme que tenait Hindley. Je pense que même sur le chrono, il pouvait taper Carapace très largement. Mais c'est vrai que c'est la forme d'Hindley sur ce Giro, comme le dit Titouan, elle a été parfaitement maîtrisée en fait. Et alors, ça aurait pu lui coûter cher sur le blockhouse, mais à l'arrivée, il a parfaitement géré comme il le fallait, bien aidé par Labora qui a fait
qui a tellement dégagé une impression de puissance vers Turin en éparpillant le peloton qu'en fait, derrière, plus personne n'a osé tenter. Et en fait, c'est ce jour-là aussi que Inlay forge son succès. C'est en faisant peur à tout le monde avec la Bora. Et je me permets juste de rebondir par rapport au fait de la forme. Inlay, il a vraiment eu le programme, on en a parlé dans le magazine, tu l'as lu, je crois, Damien, et puis j'y vais aussi, sur l'article sur la préparation du Giro, où on expliquait, voilà, dernièrement, en fait, au départ, dans les années 2000, c'était plutôt le Tour de Romandie, puis après, c'est devenu le Tour des Alpes, un peu comme la préparation phare, et là, en fait, depuis des années, on voit que finalement, la préparation phare, c'est de pas courir en avril. Et voilà, Inlay, s'est fait la caisse au mois de mars, monter en puissance avec le Tour de Catalogne, puis pause, stage en altitude, on revient vite fait pour faire la flèche, et puis derrière, ben voilà, Giro direct, en fait, très peu de jours de compétition, et en fait, ça permet d'arriver avec une certaine fraîcheur de la compétition, mais aussi une caisse préparée au préalable, voilà, pour encaisser les kilomètres pendant le Giro et les efforts. Et du coup, c'est un super mix, en fait, qui marche super bien, et qui fait que, ben voilà, peut-être qu'Inlay, c'est la fraîcheur qu'il a eue à la fin. Ah, la forme semblait ascendante, ça c'est clair. Ouais. Donc, je ne t'ai pas demandé, en fait, JB, mais c'était ton numéro 1, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais, Inlay était mon numéro 1. Ouais. Sans trop de surprise, je crois. Oui, ben, de nouveau, je vais même rien ajouter, parce que je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, et c'était mon choix aussi, donc c'était vraiment le même top 3. Heureusement que Titouan a cassé les codes, en fait. Donc en actu, je le disais au tout début quand on parlait de Evenepoel, il y a notamment Merlier qui signe chez Quick-Step. J'aurais un peu voulu savoir ce que ça vous inspire. Est-ce que c'est de la tradition Quick-Step? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est pas un bon choix? Un Belge dans une équipe belge, c'est logique. Un sprinter qui fait partie des meilleurs quand il est bien lancé, qui se retrouve chez Quick-Step, c'est logique aussi. On lui met un bon poisson pilote, il ira sûrement gagner 2-3 victoires sur le Giro, 2-3 victoires sur la Vuelta. Et voilà, je le vois pas sur le Tour de France parce que logiquement Jacobsen devrait conserver cette place pour plusieurs années. Mais voilà, Merlier devrait... c'est logique de voir finalement chez Quick-Step, même si j'aurais préféré voir Philipsen à la place plutôt de Merlier, parce que je suis pas sûr que Merlier représente un avenir certain dans le domaine. Mais voilà, mais en tout cas avec le train de Quick-Step, il sera capable d'aller chercher sa dizaine de victoires probablement dans l'année, quoi. Ouais, même peut-être sur les classiques aussi, hein. C'est quand même déjà pas Oui, mal. des classiques style Grand Wevelgem ou des trucs dans le genre, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est presque même plus son domaine que les vrais sprints massifs. Merlier, je l'ai souvent dit comme ça, mais je trouve que c'est sprinter qui est le meilleur du monde seulement quand c'est un sprint totalement bordélique. C'est pas un sprinter de sprint massif dans lequel il faut frotter pour gagner sa place, etc. C'est un mec qui est jamais aussi bon que quand c'est bordel et qu'il n'y a pas de. C'est pour ça qu'il est bien emmené. C'est pour ça qu'il est bien emmené et qu'il a moins besoin de frotter. Je suis pas certain parce que même bien emmené, tu auras besoin de frotter. Lui, il est bon quand il n'y a pas de train et que ça se joue simplement vraiment à la jambe absolue. Toutes ses victoires ont été comme ça. Hein. Si tu regardes sur les grands tours, il gagne sur le Giro, la fois où il n'y a pas de sprint et qu'il n'y a pas vraiment de train. Le Tour de France, il y a une chute. Il y a une chute sur le Tour de France. Et le reste de ses victoires, la plupart, c'est des sprints un peu décousus comme sur le Benelux l'an dernier. Et sur des classiques où il n'y a plus vraiment de peloton. Le Tour de France, tu peux mettre un bénol parce que, ok, il y a une chute, mais il était bien placé. Oui, non, mais il était bien placé et il aurait quand même peut-être gagné. S'il y a une chute de quoi? C'est Ewan qui chute derrière lui, devant lui, je crois. Devant ou derrière? Derrière, je crois. Hein. Je suis plus devant ou derrière, je sais plus. Mais voilà, il y avait eu 2-3 chutes déjà avant, ça avait totalement désorganisé le peloton, il manquait la moitié des trains, c'était n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment un sprinter qui est bon quand c'est le bordel en fait. Et je sais pas s'il allait chercher un sprinter pour ça, enfin un sprinter de ce niveau-là, pour le mettre dans un train, c'est une bonne idée, surtout comme dans les périodes dans lesquelles tu es en train de construire une équipe autour d'Evenepoel pour essayer de jouer les grands tours. J'en suis pas convaincu. À moins de vouloir refaire ta tête de proue sur les classiques, ce qui est une possibilité, puisque l'équipe des classiques de la Quick-Step reste un peu vieillissante quand même, avec Stibar, Lampard, etc. Peut-être qu'il veut mettre un peu plus un profil un peu différent pour espérer tenir les Van Aert, etc. Mais j'y crois vraiment pas. Non, et moi je pense qu'il vient remplacer numériquement Cavendish. C'est possible. Maintenant, si c'est pour ça, je trouve que c'est décevant et que c'est décevant parce qu'il y a du monde derrière. Tu as du monde derrière qui pousse déjà pour les sprints.
tu as déjà un sprinter numéro 1 qui sera sur le tour chaque année parce que c'est le meilleur sprinter du monde, avec Jacobsen. Après, c'est une opportunité. Tous les sprinters n'étaient pas forcément disponibles. Il fallait trouver un autre sprinter que Cavendish, puisque Cavendish est vieux et que de toute façon, j'ai l'impression qu'ils sont pas partis pour re-signer ensemble. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que tu n'en avais pas besoin. En fait. Tu as déjà un gros sprinter avec Jacobsen. Derrière, tu as Vernon qui est en train de grandir. Tu as Ballerini qui est capable de gagner des sprints sur à peu près tous les terrains, quand il est en forme et quand on joue sa carte. Donc finalement, je trouve que c'est remplacé numériquement Cavendish sans vraiment apporter une plus-value immédiate à l'équipe. Et même, ça t'empêche d'utiliser l'argent du salaire de Cavendish pour aller chercher des grimpeurs dont tu auras besoin si tu veux espérer gagner un grand tour avec Evenpool. Parce que pour l'instant, Ouais. autour de Moi, je Evenpool, suis... t'as quoi 27 Valent. Ouais, je suis à moitié d'accord. Enfin, oui, alors, non, je suis pas à moitié d'accord. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis pour construire autour d'Evenepoel. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que justement, moi aussi, j'ai un peu ce raisonnement-là, de dire, j'entends ce que tu dis, Titouan, et en fait, c'est un bon choix s'il reste dans la même stratégie que ce qu'il fait depuis toujours. J'ai pas dit que c'était un spécialement bon choix. Hein. Non, Dit que c'était un choix mais logique. oui, c'est ça. Mais c'est logique s'il reste dans sa stratégie qu'il a depuis toujours. Et moi, je veux me dire, s'il reste dans cette stratégie-là, c'est un bon choix avec les réserves que tu as mis pour le sprinter d'avenir, etc. Mais voilà, c'est pas une mauvaise opportunité du tout. Mais je me pose la même question quand même que JB sur le fait de consacrer de l'argent peut-être à entourer Remco. Moi, je m'étais dit, voilà, Jacobsen, est-ce que tu peux avoir X top sprinter, viser des Flandriennes, quoique Flandrienne, effectivement, le noyau est vieillissant et on ne sait pas s'il va prendre quelqu'un pour venir renforcer ça, et en plus entourer Remco en espérant gagner un grand tour. Voilà, mais je sais pas, je n'ai pas de réponse à ça, je suis pas assez expert là-dedans, mais ça m'a posé question quand j'ai vu qu'il prenait Merlier, et certainement, je suis d'accord avec toi, c'est pour remplacer Cavendish, ça me semble. Il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que malgré tout, oui, d'accord, il faut des coureurs pour en faire que les Evenepoel, mais d'un autre côté, il y a plein de coureurs qui gagnent des grands tours sans équipe aussi. On parlait transfert, vous me disiez juste avant l'émission là que Mollema a prolongé. Alors moi j'avais vu qu'il avait signé, mais j'avais pas vu. Donc Mollema, il prolonge pour 4 ans, assez particulier vu son âge. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle signature? Honnêtement, je veux bien que les coureurs soient performants de plus en plus vieux. Il est déjà vieux, hein, 35 ans. Mais là, prolonger 4 ans, un mec qui a 35 ans et qui va avoir 36 cette année, non, franchement, je comprends pas. Et puis c'est Mollema, on parle pas d'une... Enfin si, c'est une star si on veut, mais c'est pas un gars qui gagne tout, c'est pas Valverde. On parle pas de Valverde, il a pas le niveau de Valverde à 35 ans. Non, mais l'an dernier... Valverde, 35 ans, il est sur le podium du Tour. Là, Mollema, à 35 ans... il fait une très bonne saison dernière. Il fait une très bonne saison dernière, Mollema. Voilà, mais il aurait prolongé l'an dernier 3 ans, j'aurais compris. Mais depuis sa victoire au Lombardie, on sent quand même une phase descendante qu'il entame et qui le suit là. Tu vois, il est toujours bon, mais il est de moins en moins tranchant. Et l'année prochaine, je pense qu'il sera encore moins bon. Alors, il fait vraiment une très très bonne saison. Donc oui. S'il avait prolongé l'an dernier, j'aurais compris parce que son année dernière. Mais même non, moi, j'en ai pas compris. 4 ans, c'est pas possible. Tu le prolonges 2 ans. Voilà, c'est ça. 4 ans, c'est fou. 4 ans, c'est incompréhensible. C'est une des prolongations les plus longues du World Tour ces dernières années. Or, très très jeune que tu blindes sur le long terme, mais je veux dire, prolongation, c'est une des plus longues. Non, clairement, ils veulent leur faire le capitaine de route, quoi, un peu historique de l'équipe. 4 ans, c'est énorme. Ouais, c'est une icône. C'est énorme. Ouais. Pour un coureur qui apportera peut-être 2-3 succès par an, grand maximum, si tout va bien. Et avec un salaire monstrueux. Après, le salaire, je sais pas, mais à moins qu'il l'ait prolongé pour pas cher. À moins que dans les 4 ans, on sait pas, il y ait peut-être 2 ans dans le staff ou des trucs dans le genre. Je pourrais le croire, peut-être, mais ça n'a pas l'air d'être le cas vu le communiqué qu'ils avaient donné. Peut-être qu'il y a possibilité de reconversion, enfin tu vois, dans les 4 ans, enfin je sais pas, mais en tout cas, j'ose espérer. Ouais, prolongation de 4 ans, ça fait quand même violent à 35 ans. Quoi. Mais tu prends l'exemple de Valverde en disant que c'est même pas Valverde. Mais Valverde n'a jamais été prolongé 4 ans par un Movistar, pas une seule fois. Ça a toujours été 2 ans par 2 ans, puis 1 an par 1 an. Parce que tu sais pas, à cet âge-là, tu sais pas ce que l'an dernier va donner. Si ça se trouve, l'an prochain, même en Continental Pro, Mollema, il peut un pied devant l'autre. Je lui souhaite pas. Faut pas qu'il ait une blessure. Il a une grosse blessure qui l'arrête fort, il relancera plus la machine. Donc voilà, faut... Ce que je vous propose, c'est de passer à la 3e rubrique, donc
C'est ce que Joël vous évoque en cyclisme. Alors, ça peut être de manière globale ou ça peut être un souvenir précis. JB, tu peux prendre peut-être la parole en premier. Ouais, Tito en parle en premier, parce que comme on va plus ou moins évoquer le même et que je vais le compléter plus tard, D'accord, autant qu'il vas-y, commence par dis-toi. développer. Oh, t'es gentil, t'es Ouais, gentil. je sais. Tu sais que j'ai une affection particulière pour Valverde et juin, c'est le Dauphiné libéré. Et il y a eu 2 années particulières, en 2008 et 2009, parce qu'il gagne 2 fois le Dauphiné. Et j'ai notamment cette image du fameux Valverde, vous savez, celui qui, selon la légende, n'attaque jamais et qui donc là attaque à 10 bornes de l'arrivée. Voilà, sous le panneau des 10 bornes de l'arrivée, à 10 km. Evans, maillot jaune, Contador, maillot vert et deuxième du général. Il attaque au Mont Ventoux, 10 km de l'arrivée, il part seul. Il revient sur Sylvester Smith, si je le prononce bien. Ensuite, ils s'entendent dans la zone un peu venteuse. Et puis, en haut de l'arrivée, voilà, Smith a un incident mécanique. Et donc Valverde se dirige vers la victoire. Il se retourne, il simule lui aussi un saut de chaîne pour que Smith repasse devant et le laisse gagner. Et voilà, pour moi, cette étape, c'était du grand Valverde dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est un des coureurs, même s'il est détesté, je ne sais pas pourquoi par certains, c'est un des coureurs les plus généreux. Il a offert un nombre de victoires incalculable à ses pas incalculable, non. Mais il a offert énormément de victoires à ses équipiers. Il n'hésite pas à l'offrir aussi à des coureurs qui le méritent, en l'occurrence Smith, parce qu'il l'avait aidé, etc. Et même le faire alors qu'il pouvait perdre du temps et pas prendre le maillot jaune. Et puis en même temps, c'est voilà, soi-disant il attaque pas, mais il attaquait à 10 bornes de l'arrivée. Il faisait de vraies différences en montagne. C'était l'image en fait un petit peu de Valverde. Voilà, un coureur qui certes n'attaque pas tout le temps, mais parce qu'il avait pas toujours les jambes et puis parce qu'il pouvait gagner autrement. Donc forcément, quand tu peux gagner au sprint, pourquoi attaquer? Roglic, on le voit pas forcément toujours attaquer à la fin. Il attaque souvent dans le dernier kilomètre. Ben voilà, comme Valverde, c'est un peu leur style. Forcément, quand t'es Romain Bardet, bah t'es obligé d'attaquer parce que tu veux pas gagner au sprint. Voilà, c'est mécanique, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un super moment parce que derrière, il gagne le général. Et c'était 2009, hein, je crois. Et c'est vraiment un très beau souvenir que j'ai parce que c'est une de ses plus belles victoires. Donc, en tout cas, sur les courses à étapes en montagne. Et donc, tu vas compléter alors, JB. J'ai complété parce que je vais partir sur un souvenir différent pour pas qu'on se répète, mais c'est vrai que 2009, je me rappelle, et c'est vrai que comme le disions tout le temps, c'est tellement le symbole de Valverde, cette étape-là, c'est que on le critique toujours, on dit qu'il attaque pas et qu'il pense qu'à sa gueule, alors que c'est à l'opposé du personnage sur tous les points de vue. Et ce jour-là, il aurait pu perdre le général à vouloir absolument laisser la victoire à Schmitt qui l'avait aidé, mais non, il lui avait donné sa parole, il lui avait dit qu'il avait donné sa la parole. victoire, et il l'a attendu, il aurait pu perdre le général, parce que il gagne le général avec 10 secondes d'avance, je crois, sur Evans à l'arrivée. Ouais, non, mais oui. Non, mais... Donc voilà, ça aurait pu se jouer à ça, et arrivé, bon, l'histoire est belle, il gagne le général, il laisse la victoire à Schmitt, et tout est parfait, mais c'est tout un symbole. Et c'est vrai que c'est peut-être le meilleur Valverde qu'on ait eu en montagne cette année-là. Et ça rend un peu frustrant le fait qu'il n'ait pas pu courir le Tour de France cette année-là à cause de l'interdiction de courir en Italie du comité olympique. Mais pour développer vraiment mon meilleur souvenir, moi, de juin, c'est un peu plus personnel, c'est que c'est le Dauphiné 2012, parce que il y avait un chrono qui se terminait à Bourg-en-Bresse, et c'est de là que vient la quasi-totalité de ma famille, on va être simple, hein. Les 2 grands-parents habitent là-bas, mes parents ont grandi là-bas, mon frère et ma sœur sont nés là-bas. Donc c'est un coin où je partais beaucoup de temps, et grâce à ma grand-mère, j'avais eu accès à la zone d'arrivée du chrono. Donc c'était un peu ma première fois avec tous les coureurs, etc. J'étais vu de près les mecs, etc. Bon, pas de bol, Valverde n'y était pas. Mais voilà, j'ai vu plein de coureurs. Bon, c'était un peu la domination de la Sky sur ce chrono-là, parce que je crois qu'ils avaient fait 4 des 5 premiers. Mais donc l'étape, j'ai pas forcément souvenir de l'étape, mais je me rappelle, c'était vraiment sympa d'être dans le monde du cyclisme, d'être au milieu des coureurs, des directeurs sportifs, des cars et tout. Donc c'est un peu vraiment c'est pas le jour où j'étais le plus à l'intérieur du peloton, parce que depuis
j'ai refait, mais c'est vrai que c'était la première fois, et donc c'est un souvenir forcément particulier, en plus du fait que ça a été le dernier jour vraiment de la carrière professionnelle d'Andy Schleck, qui n'est pas forcément un très bon souvenir à ce niveau-là, malheureusement, parce que c'est dans ce chrono-là qui tombe à cause du vent et qu'il se pète le bassin, je crois, si je me rappelle bien. Donc bon, c'est à la fois un très bon souvenir et puis un souvenir un peu plus triste, parce que je l'aimais bien quand même, Andy Schleck. Ouais. C'est quand même un Un coureur beau sur le coureur. vélo tellement beau à voir. Dommage qu'il ait centré sa carrière uniquement sur le Tour de France et que finalement il n'ait existé, à part, il gagne Liège, Ouais. mais globalement, en fait, en montagne, c'est incroyable, hein, tu vois, puisqu'on s'est concentré sur l'article, le top 10 des meilleurs grimpeurs. Putain, il a jamais gagné autre part que sur le Tour de France, le mec. Ah, En non, montagne, jamais. Enfin, c'est ça, fou, quoi. Faut cette te saison, dire, il y en a c'était- qui le considèrent comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire, enfin, en tout cas du 21e siècle, et de se dire qu'en fait, bah non, en fait, il était exceptionnel, mais sur le tour. que sur le Tour. Voilà. Ouais. Ah, Donc, bah, du coup, le c'est mec trop. dans l'année, on le voyait 22 jours dans l'année. Le Voilà. jour de Liège et les 21 du Tour de France. C'est Ouais. tout. Mais quel coureur. Moi aussi, je l'adorais. Quel coureur. Et puis, s'il n'avait pas eu son frère, je pense qu'il en aurait gagné plus d'un tour aussi. Parce que bon, on ne peut pas dire que son frère les aidé à lâcher tous ses adversaires. Ouais. Bah écoute, écoutez, moi je vais rester aussi sur le Dauphiné. Et moi je vais prendre 2011. Alors on parle d'un mec qui, tu vois, Bardet, il doit arriver seul pour gagner. Ben, le coureur que j'aimais, il devait arriver seul pour gagner aussi. C'est la seule victoire professionnelle de Jürgen van den Broek. Non, alors là, j'étais devant ma télé ce jour-là, le jour où enfin il va la claquer. Donc j'ai vécu le final debout dans mon salon devant la télé, sous tension maximale. Et On je connaît pensais, ça, t'inquiète pas. ouais, mais je pensais tellement qu'il allait se faire reprendre quand Purito attaque derrière. Et puis finalement, il gagne relativement facilement. Et il rate juste le maillot de leader pour quelques secondes, qui revient à Vinokourov. Et après, j'ai dû aller voir là avant de faire l'émission pour voir ce qu'il fait finalement en général. Ça m'a pas marqué du tout. Mais la victoire, quoi, la seule victoire finalement qu'il a eue, à part un titre de champion de Belgique contre la montre, mais je veux dire au niveau international, sa seule victoire professionnelle, ouais, ça. Moi, j'ai une mauvaise mémoire, j'en ai déjà parlé avec Titouan. Donc, pour que ça me reste gravé, faut vraiment que ce soit un truc très très fort, quoi. Et ça restera. Ça a été vraiment très 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 fort pour moi, d'autant plus que d'abord je l'aimais bien parce qu'à l'époque, alors c'est pas le mec le plus charismatique, c'était pas le mec le plus charismatique du peloton, etc. Mais bon, en tant que Belge, c'est l'époque où Ouais. tu devais être derrière lui. Il y avait que lui, quoi. Il y avait que lui à ce niveau. Alors non, il y avait des autres mecs qui pouvaient donner des émotions, mais pour jouer à classement, il y avait vraiment que lui. Et en plus, je faisais un jeu vélo où chaque année, je le payais bien bon et cher, alors que personne n'en voulait, mais je claquais toute ma fortune dessus quand même pour l'avoir. Et donc, enfin, il m'avait apporté la victoire. Donc, ça participe au souvenir aussi. Une belle récompense pour ton suivi attentif. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, voilà. On va passer à la quatrième rubrique. Alors là, c'est la course que vous allez attendre le plus impatiemment en juin 2022. Est-ce qu'il y a une course que vous attendez patiemment d'abord et si oui, laquelle? On va changer un peu l'ordre. JB, vas-y cette fois. Moi, je vais prendre le contre-pied, allez, à la Titouan, on va dire. La course que j'attends le plus, vu que la plupart du temps, ces derniers temps, ni Roglic ni Pogacar ne viennent sur le Dauphiné ou sur le Tour de Suisse. Roglic sera sur le Dauphiné, hein. Ouais, mais ils viennent jamais ensemble sur la même course. Ça a un peu Ouais. moins d'intérêt avant le Tour de France. Et que Valverde ne fera pas aucune de ces courses-là, ça a moins d'intérêt personnel. Donc la course finalement que j'ai plus envie de voir, même si elle ne sera pas diffusée, sauf erreur de ma part, c'est le Baby Giro. Parce que finalement, c'est un peu l'esprit d'un grand tour pour les jeunes. Et que c'est un peu la course où on voit les futurs de demain avec le Tour d'avenir, quoi. Donc, et c'est une course où on a vu l'année passée, si je ne me trompe pas, Pidcock battre Johansen, qui sont maintenant tous les deux des coureurs qui font des résultats dès cette saison. Donc, c'est une course qui m'intéresse pour l'avenir. C'est une course qui a un très très beau tracé d'ailleurs. Oui, et puis on a envie de voir Romain Grégoire gagner.
Si ça peut arriver, on n'est pas content. Mais c'est vrai qu'il y a un parcours qui est intéressant. Alors, encore une fois, je pense que c'est pas diffusé, il faudra vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas d'image généralement de l'épreuve, en tout cas pas en direct. Mais voilà, j'aurais bien voulu voir l'étape de la Foniera, l'arrivée au sommet. C'est un des plus grands cols d'Italie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de savoir qui c'est qui va s'imposer là-bas. Ce sera forcément un grimpeur talentueux, un mec qui sera l'an prochain ou dans 2 ans un des bons grimpeurs du peloton. Donc, ça m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse, peut-être encore plus d'ailleurs que les résultats du mois chez les pros, où c'est un peu le mois qui m'intéresse le moins de la saison, faut être honnête. Mais chez les espoirs, c'est un mois qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Sur la lancée de son mois d'avril et de mai assez extraordinaire, c'est vrai qu'on a envie de voir ce que Romain Grégoire va pouvoir faire face au pur grimpeur qu'il y aura sur l'épreuve. Ouais. Ouais, bah, lui, Giro, les Belges sont pas mal illustrés ces dernières années. Van den Abel fait 2 fois podium sur les 2 dernières éditions, là. Ouais, mais j'avoue que je sais même pas si on a du bon Belge encore dans ces catégories-là. J'avoue, je suis pas du tout ça. Bah, il y en a forcément chez Lotto Soudal et à la team Elevate, mais je t'avoue que je sais pas s'ils peuvent le général cette année. Je sais pas du tout qui c'est qu'il y a. On ne fait pas la startiste encore pour l'instant. Non. Mais a priori, il va y avoir Van Etfeldt qui va le faire. Ça c'est prévu. Mais je sais même pas ce qu'il vaut. Je regarde. Non, voilà, c'est ça. Vu ses résultats actuels, il est en forme, ça c'est sûr, puisqu'il fait 2e de Liège et 2e de la Flèche Ardennaise. Et l'an passé, il avait fait 8e du Tour d'Alsace. Bon, ça doit être un bon grimpeur. Il a fait 16e du Giro l'an dernier. Ah oui, oui. Ben, tu vois, voilà, c'est ça, en fait, tu me dirais les noms, je les connais pas tellement, et c'est justement par là aussi que j'apprends à les connaître, et que j'attendais Van den Abel, etc. C'est le lieutenant de Van den Abel l'an dernier. Voilà. Ah ouais. Titouan, je te vois concentré, à mon avis, sur la start list. Je cherchais un petit peu voir la start list, mais elle n'est pas encore sortie trop. Non, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura Grégoire pour la Groupama, les Lopez pour Astana. Et ça peut pas être tout ce qu'on sait. Il y aura sûrement du beau monde chez Kolpak Balan, comme souvent. Ouais, il devrait être sur Development TSM, il va sûrement y avoir des coureurs qu'on va découvrir, mais des bons. Je sais pas si Bittner y sera, mais j'espère. Il y aura les Rainieri. Moi, il m'a mis une frappe en pleine lucarne, la JB, parce que c'était exactement. C'était ce que je voulais dire. Putain, c'est bon, c'est réussi. Du coup, je vais changer mon fusil d'épaule. Bon, il y en avait une deuxième que j'attendais un peu. Comme JB, c'est pas le mois qui me transcende le plus, mais en fait, j'aime beaucoup ce mois-là parce que il y a la sortie de Pro Cycling Manager, parce qu'il y a la sortie de Tour de France, et puis parce qu'on approche du Tour de France, donc il y a toute cette préparation et ce jeu en fait plus stratégique sur qui avance ses pions, qui est en forme, qui ne l'est pas. C'est plus tout ce côté-là en fait qui m'excite dans le mois de juin. Et donc du coup, j'avoue que le Tour de Suisse m'interpelle et m'intéresse un peu plus parce que il y a la présence de Thibaut Pinot. Voilà, Pinot qui est évidemment, comme beaucoup, un coureur que j'apprécie énormément, très beau coureur, excellent grimpeur, que j'ai pris en transfert sur Revols. J'ai tenté plutôt que de prendre le futur vainqueur du Tour de Suisse, Felipe Martinez, j'ai choisi Pinot. Voilà, en espérant qu'il puisse faire un podium ou quelque chose de bien. Il y a une belle start list sur ce Tour de Suisse. Il y a Bissegger qui va peut-être remporter le prologue du Tour de France dans un mois. Voilà, il y a des beaux coureurs. Donc moi, c'est en tout cas Bissegger, je le vois bien gagner le prologue du Tour de France. Donc du coup, voilà, il y a des beaux coureurs. Il y a un parcours qui est toujours intéressant, même si je trouve que depuis 2-3 ans, il est quand même globalement moins intéressant qu'il ne l'a été à une époque. Je trouve que les étapes de montagne sont pas toujours bien tracées. Je suis un peu frustré de ce côté-là. Mais voilà, toi, tu vois, du côté de la Quick Step, il y aura le retour de Van Wilder, il y aura Evenepoel, t'auras Cosnefroy chez les Français, t'auras Pinot, t'auras une énorme équipe Bora avec Charman, Vlasov, Higuita, t'auras Martinez, voilà, t'auras globalement des Hirschi, voilà, Hirschi qui est un coureur qu'on aime beaucoup, Krag Andersen aussi qui est un coureur qu'on aime beaucoup, qu'on a interviewé comme Hirschi, comme Hirschi. Donc voilà, cette course m'emballe. Mais c'est vrai que dans l'esprit de vélofuté un petit peu, on aime bien suivre les jeunes pépites et voilà, le Baby Giro, c'était quelque chose qu'on attendait. Et d'ailleurs, on a sorti une preview
qui est déjà disponible sur notre site et on attend juste que les favoris soient là pour pouvoir la partager. Enfin, les favoris que la start list sorte pour qu'on puisse faire les favoris et donc pour qu'on puisse la partager. Mais voilà, cette course nous enthousiasme beaucoup. Ouais. Bah écoute, moi j'avais choisi justement le Tour de Suisse. Alors généralement c'est vrai que c'est le Dauphiné que je préfère sur ce mois-là, mais là justement la présence de toi tu parles de la présence de Pinot, moi en tant que Belge je parle de la présence de Remco. En fait c'est pas rien que la présence de Remco, c'est que c'est la présence de Remco face à tous les noms que tu viens de citer, Titouan, des Vlasov, des Martinez, etc. Là j'ai vraiment envie de voir si on va voir une évolution par rapport à ce qu'on a vu au début de saison face à ces coureurs-là, tu vois. Donc c'est surtout ça qui me hype en fait, c'est juste de voir revoir Remco face à ces mecs-là et voir comment ça évolue. Ce sera très intéressant. Ouais, clairement. Surtout que le parcours, j'ai regardé un petit peu parce que je n'ai pas regardé jusque-là. Le parcours est pas facile, mais en même temps pour Remco c'est un parcours quasi idéal en fait. Pour un Tour de Suisse. Il manque un chrono. D'habitude il y a un chrono pour Remco. Il y a quand même 25 bornes pour terminer. Oui, mais d'habitude il y a un prologue et 25 bornes pour terminer. Ouais, un prologue, et Remco est pas un très très bon coureur de prologue, faut être honnête. Enfin, il aurait mis une mine à tout le monde quand même. Hein. Sur un prologue, il est pas si bon que ça, Remco. Il a besoin quand même qu'il y ait de la distance. Et il me semble que sur le Tirreno, il est bon sur 10 bornes. Hein. Ah, mais sur 10 bornes, c'est plus un prologue. Ah, 10 bornes, c'est jusqu'à un prologue. Jusqu'à 10 bornes, c'est un prologue. Hein. Non, 9 bornes. 9 bornes le prologue. Et 10 ou 9 bornes, c'est pareil. Il faut être précis, Tico. Sinon, ça sont des imbéciles. En termes de résultats, 9 ou 10 bornes. Il faisait 14 sur le Tirreno. Ça commençait à devenir un chrono correct. Et il se prend pourtant une valise par Ghana. Pas une valise. On parle de Ghana, on parle pas de Martinez. C'est ça. Mais oui, je veux dire, le parcours est quand même assez idéal pour Evenepoel. Il y a 2 arrivées au sommet, sans vraiment enchaînement de gros cols, et un chrono de 25 bornes. Donc bon, c'est un des favoris. Hein. Ouais. Le favori, c'est Martinez, quoi. Voilà, Martinez et peut-être bien le deuxième favori. Martinez, Evenepoel, Vlasov, voilà. Moi, Vlasov, j'y crois. Moi, Vlasov, j'ai beaucoup de mal à y croire sur les courses par étapes très montagneuses. Je trouve que c'est un mec qui a un... Peut-être, c'est bizarre à dire pour moi, mais j'ai l'impression que c'est presque le mec qui a un profil à la Valverde. C'est-à-dire que c'est un très bon puncher. Non, mais laisse-moi finir. J'ai pas dit que c'était Valverde. N'exagère pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un bon puncher. C'est un bon grimpeur puncher. Mais la haute montagne... moi, j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce début de saison, mais il m'a quand même bien bluffé. Même sur le début de saison, il n'a pas gagné une seule fois en haute montagne. De l'autre côté, il n'y a pas vraiment eu d'étape de haute montagne. Ouais. Non plus. Mais j'ai encore des réserves, je suis d'accord avec toi. J'ai encore des réserves. Je trouve que c'est plus un puncher qu'un grimpeur. Enfin, plus un puncher grimpeur qu'un grimpeur. Ça, je trouve qu'il y a un petit engouement à ce niveau-là notamment parce que les gars de la Lanterne Rouge, là, le site anglais, là, ils s'emballent avec les watts pour dire toujours que c'est un puncher. Je suis pas. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. C'est que ce qu'il a fait cette saison. En tout cas, je participe son niveau sur les classiques et son sprint et sa qualité de sprint sur la Romandie, je trouve que c'est presque plus un puncher qu'un grimpeur. En plus, vu ses limites qu'il a montré l'an dernier. En fait, alors, puncher. Il est bon sur les courts cols, mais je suis pas sûr qu'il ait ce punch pour aller éliminer non plus. Donc c'est pour ça que j'aime pas sur les classiques pour autant. J'aime pas non plus le mot puncher. Martinez, par exemple, est plus puncher pour moi que Vlasov. Tu vois, Martinez a plus d'explosivité, plus de voilà. C'est un vrai bon grimpeur aussi. C'est un coureur qui sera très bon sur ce genre de profil. Maintenant, je le définirai pas comme puncher. Je dirais que c'est un coureur complet. Voilà, et que je le vois plus gagner Liège que de devoir gagner un grand tour. Voilà. D'ailleurs, il en a été plus près. Hein. Peut-être. Oui, il a été prêt. Ouais. Peut-être. Liège, ça correspond bien au grimpeur. Donc, ouais, Evenepoel l'a gagné aussi. Dans ce cas-là, Evenepoel est un grimpeur. Bardet a failli le gagner aussi. Il va gagner la Vuelta aussi. Andy Schleck l'a gagné. C'est une classique qui correspond bien au grimpeur. Oui, c'est une classique qui agit bien au grimpeur. Après, pour gagner, il faut avoir autre chose. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Bardet n'a pas gagné. C'est un grimpeur, mais c'est tout. Merci beaucoup, Damien. À toi. Merci à vous. J'allais dire, il me reste justement 1 minute pour vous remercier pour votre disponibilité. Prends 18 secondes pour te remercier alors. Ouais, regarde, 1 minute 11, tu vois, on avait le temps quand même. Merci à toi de nous avoir invités, surtout. Ouais, avec plaisir. Merci à vous d'être venus et je le répète à tous mes invités. En fait, ce truc, je l'ai fait au départ sans prétention et c'est bien parce que
c'est différent d'interagir en tweetant que de discuter un peu avec les gens à l'audio et en visio. Et moi, ça me fait plaisir de faire plein de connaissances comme ça et de faire, je vais pas dire grandir ma communauté parce que ça tourne un peu toujours dans les mêmes, mais de nouer des liens un peu plus forts quoi, avec la communauté. Donc voilà. Donc voilà, ça va couper. Donc merci beaucoup. On partage. Merci à toi, Damien. Merci Et à toi, Damien. à bientôt Vive sur le Twitter, vélo. de toute À façon. une prochaine, Vive le on vélo. Ouais, Bah oui. on refera ça. De toute façon, j'espère bien faire un best-of fin d'année avec tous ceux qui seront dispo, qui ont participé. On fera ça. Ça marche, avec plaisir. Allez, ciao, ciao, merci beaucoup. Salut. Ciao, tout le monde. Salut.